éminent professeur qui vient de CHU de Bordeaux, c'est le professeur Katarji. Alors, le professeur Katarji, il est impliqué en prise en charge du diabète type 2 à risque cardiovasculaire. Le professeur Katarji est impliqué dans la prise en charge du diabète du type 2 avec un risque cardiovasculaire à la phase aiguë de l'infarctus de myocarde. Il est responsable du groupe cœur et diabète de la SFD. D'autre part, il s'intéresse aussi au diabète de type 1 et à la boucle fermée en clinique, les pompes à insuline et les capteurs de glucose. Alors, il va nous traiter un sujet qui est nouveau pour nous, qui est la prise en charge en périopératoire des diabétiques. Merci beaucoup, monsieur le professeur Katarji, et je vous cède la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci au comité d'organisation de l'ADN de m'avoir convié. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aussi aux collègues nombreux, de plus en plus nombreux, que j'ai croisés à Marrakech et désormais que je croise dans les congrès nationaux comme celui-ci, internationaux. Enfin, merci, mais je vais être rapide parce que, pour gagner du temps. Merci aussi de l'organisation. Nous avons été accueillis chez vous comme des rois, mais finalement, être accueillis comme des rois au Maroc, c'est normal. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de sujets plus terre-à-terre que ce qu'on vient d'entendre. Ceci dit, la résistance aux antibiotiques rejoint la résistance, l'insulinorésistance, et il faut choisir les bonnes molécules au bon moment dans le diabète, et notamment traiter d'abord la résistance et ensuite éventuellement la suite. Alors, on l'a dit, vous l'avez dit pendant toutes ces journées, le diabète de type 2 est une maladie qui s'étend. À l'horizon 2020, 450 millions de personnes à travers le monde seront diabétiques. 450 millions, c'est le continent des États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un continent de personnes diabétiques, donc on y sera tous confrontés. Et ça a été dit précédemment, les personnes diabétiques, on va les trouver dans la clientèle et dans les services de diabétologie, mais aussi dans les autres services, en oncologie, en neurologie, dans les services cardiovasculaires. Enfin, on vous a parlé des complications, et il faut savoir que la personne diabétique, statistiquement, a 3 fois plus de probabilité d'être opérée. Donc, parmi vos patients, vous aurez forcément des personnes qui vont subir des interventions chirurgicales. Et le problème, et c'est la quintessence, la raison d'être de ces fiches, c'est que parfois les anesthésistes ne connaissent pas forcément bien le diabète, qui est un monde à part, donc ça va très vite. Toutes les molécules dont vous avez parlé, les analogues du GLP-1, les DPP-4, la question qui va vous être posée, qu'est-ce que je dois faire au moment de l'anesthésie? Inversement, vous allez voir revenir à la maison des gens qui ont été opérés, et la question que vous allez vous poser à vous-même, c'est est-ce que je peux recommencer la metformine? Est-ce que je peux commencer une DPP-4? Est-ce que je dois passer au sulfamide? Donc ce sont des questions finalement du quotidien. Et puis bien évidemment, si certains parmi vous, puisque vous êtes des spécialistes du diabète, si vous passez dans des cliniques, on va vous interroger sur ce sujet-là. Donc hors de question. Alors la suivante, c'est moi qui dépasse. Alors, excusez-moi. Ouais. Donc, on a mis au point une vingtaine de fiches. Donc, à cette heure avancée de l'après-midi, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous les détailler. Certaines parmi elles vont vous sembler banales, puisqu'elles sont destinées justement à nos collègues anesthésistes, avec notamment les types d'insuline que vous connaissez bien, tous les types d'antidiabétiques oraux. Vous allez les trouver, je vous donnerai à la fin éventuellement mon mail si vous n'y arrivez pas, sur le site de la SFD, qui est la Société francophone du diabète. Donc vous allez pouvoir les télécharger, et ce sont des fiches pratiques, puisque trop souvent les recommandations ne sont pas pratiques. Elles ne sont pas faites pour le lecteur, c'est fait plutôt pour rassurer la personne qui les écrit, pour être sûr qu'elle n'a rien oublié. Mais vous voyez, c'est des fiches pratiques avec les principaux types de diabète. Donc on a parlé des diabètes cortico-induits, iatrogènes, etc. Donc tout ça, on l'a dit. Alors, j'avance. Donc la gestion de la personne diabétique avec ces différentes fiches. Alors, qu'est-ce qu'elle regroupe? Les principaux types de diabète, y compris un diabète un peu particulier qu'on n'a pas évoqué, mais ça sera peut-être un sujet, c'est
le diabète de stress, c'est-à-dire que des personnes prédiabétiques ou hyperglycémiques à jeun, au moment d'une agression, comme un infarctus ou une intervention, va basculer dans le diabète, un peu comme le diabète gestationnel, où il y a un prédiabète, et c'est au moment du déséquilibre qu'on trouve le diabète. Donc le diabète de stress est une réalité, et au moment de l'agression anesthésique péropératoire, il va y avoir une montée de la glycémie. Les spécificités de la consultation de la pré-anesthésie, peut-être que vos collègues anesthésistes vont vous passer un coup de fil pour avoir quelques éléments, je vais vous passer une fiche rapide. Bien évidemment, l'anesthésie va être aussi le moment du dépistage du diabète. Il y a des gens qui rentrent par les complications et ça sera le moment où on va dépister le diabète. Les hypoglycémiants, un tableau sur les insulines. Et puis on va attaquer le vif du sujet, le patient diabétique de type 1 sous injection qui va être opéré. Qu'est-ce que je fais des lentes, qu'est-ce que je fais des rapides? Au Maroc, vous les avez, et je pense que vous allez les avoir de plus en plus, les diabétiques de type 1 sous pompe à insuline externe, en sachant qu'au moment de l'anesthésie, les anesthésistes, vous savez, quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, on revient dans notre cortex reptilien. Ça veut dire qu'on retire, donc ils tirent sur la pompe à insuline. Évidemment, l'un des messages, c'est ne jamais arrêter l'insuline dans un diabète de type 1. Vous savez, c'est comme les mauvais pilotes, quand l'avion plonge, ils tirent sur le manche à balai et ça plonge encore plus. Il faut donc prendre la bonne attitude et ne jamais arrêter la pompe. Puis si c'est une chirurgie mineure, par exemple, je n'ai pas le temps de m'y attarder, il suffit simplement de laisser un débit de base continu, apporter des glucosés et, en cas de chirurgie ambulatoire, par exemple, la glycémie ne va pas chuter. Et puis dès que le patient va revenir à lui, surtout pour les chirurgies ambulatoires comme la cataracte, par exemple, il y a de plus en plus de chirurgies ambulatoires, dès que la personne revient à elle, elle saura beaucoup mieux gérer sa pompe que le médecin qui ne connaît pas ce système. Donc les patients sont éduqués, et l'éducation thérapeutique fait partie de votre acronyme, et ils peuvent se reprendre en charge, mais c'est pareil pour les basal bolus, dès que la personne revient à elle. Donc il faut faire confiance au patient. Ensuite, il y a les DT2 sous hypoglycémie mais sans insuline. Les DT2 insulinotraités, vous avez eu le topo sur l'insuline lente. La chirurgie ambulatoire de plus en plus. Il y a donc le protocole d'insuline. Donc là, les gens sont assez friands d'insuline en salle et par la suite en salle d'opération. Deux nouvelles fiches, la pédiatrie et la femme enceinte. Alors, comment, quand la personne va recommencer l'alimentation, passe de la voie veineuse aux injections, puisque bien évidemment, une fois que la personne est opérée, il faut repasser à son schéma. Comment est-ce qu'on le fait en pratique? En salle, c'est souvent des basal bolus, les conduites à tenir, bref, tout le champ du pré, du per et du post-opératoire a été balayé, a été couvert. Alors, avant l'intervention, je vais passer rapidement. La consultation de l'anesthésie, évidemment, chez les diabétiques connus, c'est le bilan des complications, que vous connaissez tous très bien désormais. L'évaluation de l'équilibre glycémique avec l'hémoglobine glyquée. Ça semble évident, mais les anesthésistes ne voulaient même pas le faire. Donc souvent, ils ne le font pas. Donc c'est un message à faire passer. La chronicité du diabète passe par l'hémoglobine glyquée. C'est un dosage auquel il faut songer. Et puis, chez la personne méconnue, diabétique, par exemple au moment d'une urgence, il faut dépister ces complications, notamment s'il y a des facteurs de risque de diabète. Il y a des personnes qui sont à risque de diabète. Alors, voilà le genre de fiche pour les anesthésistes, avec la recherche des complications spécifiques et potentiellement graves de la personne diabétique. Donc le bilan minimal, c'est l'interrogatoire, la pression artérielle couchée debout, le CG de repos, une bandelette urinaire, la créatinine, et avec ça, on débrouille déjà la situation, et il y a 3 situations qui peuvent menacer le patient au moment de l'anesthésie. La gastroparésie, surtout s'il a un analogue du GLP-1, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il est à ventre plein, et il faut l'intuber d'une certaine façon, sans quoi il risque de faire des fausses routes. Donc la neuropathie végétative, qui s'exprime par une gastroparésie, une atteinte proximale, peut être dangereuse pour la personne. Évidemment, et ça c'est la crainte de tout le monde, et notamment des anesthésistes, c'est une atteinte coronaire. Si elle est symptomatique, finalement, c'est simple. Ce sont les antécédents cardiovasculaires, et si le patient est symptomatique, mais il y a des atteintes coronariennes, comme vous le savez, asymptomatiques. C'est l'ischémie silencieuse. Donc là, il faut le suspecter, notamment s'il y a une
micro ou une macroalbuminurie, ça vous le savez. S'il y a une insuffisance rénale, les insuffisants rénaux sont à risque cardiovasculaire très élevé. Et puis, de plus en plus, pour dépister plus rapidement, on fait des scanners à la recherche de scores de qualification. Et pour ceux d'entre vous qui suivent les congrès spécialisés, vous allez voir arriver ce type de choses qui semblent compliquées, mais le scanner, ça s'est démocratisé. C'est à peu près le prix d'une radiographie il y a quelques années. Et ça permet tout de suite de voir s'il y a des qualifications coronariennes. Et donc, on dépiste l'atteinte coronaire et puis il faut faire un certain nombre de tests et prendre quelques précautions dont je ne parlerai pas si jamais il y a une atteinte cardiaque. Et puis la neuropathie autonome cardiaque, qui en elle-même est un facteur de risque, est aussi à prendre en compte. Je ne vais pas m'y attarder, mais les facteurs d'hypoxie et d'hypercapnie. Donc ça, c'est pour l'anesthésiste. Et donc l'hémoglobine glyquée, il faut récupérer le dernier dosage si possible. S'il n'y en a pas eu depuis 6 mois, donc ça, c'est vraiment que du bon sens, il faut le faire. Et ça permet de définir la stratégie préopératoire. On parlait tout à l'heure de risque, de diabète et de complications avec les traitements. Là, il faut savoir qu'à partir de 7,9 d'hémoglobine glyquée, le risque d'infection post-opératoire est multiplié par 2 et par 3 et ça augmente de façon linéaire. Donc chaque fois que l'hémoglobine glyquée augmente, il faut s'attendre à avoir des complications. Le message étant là qu'il faut avoir le courage, par exemple, de retarder une opération si on le peut, si l'hémoglobine glyquée est mauvaise. On va éviter pas mal de soucis. Alors voilà, ça c'était pour vous réveiller. Donc voilà la conduite à tenir. Donc il y a des codes couleurs sur ces fiches que vous pourrez télécharger. Donc ce n'est pas la peine de les photographier. Vous pouvez les avoir sur Internet, mais si vous voulez les photographier, allez-y. Donc entre 6 et 8%, c'est bon. Par contre, évidemment, entre 8 et 9, il faut faire appel à des gens qui sont formés comme vous en diabétologie pour adapter le traitement. On parlait tout à l'heure de l'intensification de la basale d'une façon ou d'une autre, du passage éventuellement à une trithérapie. Donc là, on fera appel à vous. Et puis à plus de 9%, là, le risque de complications, notamment infectieuses pour des pontages coronariens, ce qui est un classique, va être notoirement augmenté. Donc là, il faut retarder l'anesthésie et puis adapter le traitement avant d'opérer le patient. On gagnera en survie et en durée de séjour. Mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi des gens trop bien équilibrés. Vous avez entendu parler de personnalisation. Évidemment, quelqu'un qui est entre 5 et 6%, sans doute qu'il fait des hypoglycémies. Donc là aussi, il faut revoir le problème. Ça peut être un souci de dénutrition, ce qui est le pendant de la surnutrition dont vous avez parlé pendant ces journées. Et donc, il faut différer, surtout s'il y a des hypoglycémies graves. Par exemple, dans les nouvelles recommandations, c'est l'arrêt des sulfamides hypoglycémiants pour les remplacer par des DPP-4. Donc ça va dans les deux sens. Alors, le dépistage d'un diabète, donc là on s'est beaucoup battu avec les anesthésistes parce qu'eux ils disaient c'est pas le moment. Nous on a dit si c'est le moment. À qui faut-il le faire? Grosso modo, il faut le faire s'il y a des symptômes et puis surtout, je vais passer vite pour ne gagner du temps, et surtout s'il y a des facteurs de risque métaboliques. Évidemment, quelqu'un qui entame la 5e ou 6e décade de la vie avec une obésité androïde, il va falloir le dépister. Et ce qu'on a conseillé, c'est non seulement la glycémie à jeun, mais aussi l'hémoglobine glyquée. Pour deux raisons. La première, vous savez sans doute que bientôt l'hémoglobine glyquée va se substituer à la glycémie ponctuelle pour dépister les diabètes. Ce n'est pas encore d'actualité, mais ça va arriver. Et il y a une deuxième raison, qui est la dissociation des deux. On peut avoir une glycémie, donc là, il n'y a pas de prise en charge spécifique, mais parfois la glycémie n'est pas si mauvaise, mais par contre, l'hémoglobine glyquée est limite. Donc, au moment d'une agression, c'est là qu'on va voir arriver le diabète induit par le stress anesthésique. Évidemment, quand les deux sont très élevés, vous connaissez tous les définitions du diabète, là, il n'y a pas photo, la personne est diabétique, elle est éventuellement diabétique bien traitée ou diabétique mal traitée, au-delà de 9%, il faut repousser l'intervention. Alors, le moment de l'intervention venu, le patient va vous demander comment ça va se passer pour moi, docteur, puisque vous êtes spécialisé en diabétologie. Donc, il faut doser l'hémoglobine glyquée. Le repas du soir va se passer normalement. Les traitements habituels, insuline ou ADO, vont être maintenus. On arrêtera simplement, bien évidemment, la metformine, et ce d'autant plus qu'il y a une insuffisance rénale. Et puis,
habituellement, il va y avoir des corrections avec de l'insuline, avec un analogue rapide de l'insuline, si la glycémie dépasse 1,80 g. Pourquoi ce chiffre? Ça correspond à 10 millimolaires, on verra pourquoi dans un instant. Et puis, par contre, on corrige par des apports glucosés, le patient aura une voie veineuse si on est en deçà de 0,9. Alors le matin, il faut se battre pour que la personne soit en première position, surtout si la chirurgie ambulatoire. On sera plus tranquille et la personne sera moins exposée aux hypoglycémies. Il ne prendra pas d'hypoglycémiant. Si c'est une insuline lente, comme on vous a parlé tout à l'heure d'insuline mixte ou d'NPH, on va faire la dose habituelle. Elle sera faite le matin, mais bien évidemment, on va apporter du glucosé par voie intraveineuse pour maintenir la glycémie. Par contre, si c'est un schéma qui a un basal bolus, et c'est un peu ou un basal plus qui a ma préférence par rapport au mélange dans le type 2, à ce moment-là, on ne lui fera pas la rapide. La personne sera couverte par son insuline lente. Il n'y a pas de risque d'acidocétose. Alors voilà, je vais passer rapidement là-dessus pour gagner du temps. Sans insuline, grosso modo, donc, toujours pareil, les codes couleurs, entre 5 et 10 millimoles, c'est-à-dire 0,9, 1,8, on est bon. Si on est au-delà, on corrige par des unités correctrices, par des bolus correcteurs qui peuvent être cutanés ou intraveineux, suivant les services, pour faire baisser la glycémie. A contrario, si la personne est basse, il faut perfuser du glucosé pour le ramener dans le verre. Donc la personne, si elle est diabétique des types 2 sans insuline, aura une voie veineuse, idem avec l'insuline. Donc ça c'est type 1, donc là c'est idem, bolus de correction, apport glucosé, de façon à ramener dans la zone de normalité. Je ne m'y attarde pas. Et évidemment, on a aussi envisagé les types 2 avec une insuline. Le plus souvent, c'est une basale. Le message à retenir, c'est que c'est la metformine qu'il faut arrêter le soir. Et puis tous les autres, on peut les conserver. Alors, pendant l'intervention, le plus souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer la personne, on arrête tous les antidiabétiques oraux, et puis on va la passer à l'insuline par voie veineuse, avec toujours cet intervalle 0,9 à 1,8. Souvent, une unité heure suffit pour les DT1, plus pour les DT2 parce qu'ils sont insulino-résistants. Il faut monter à 2 unités heure. Et puis ensuite, on adapte par voie veineuse le débit de la seringue électrique. Le message ici étant que ce n'est pas la peine d'aller au-delà de 4. Souvent, les anesthésistes vont à 10 ou 20 unités heure. Là, le problème, c'est qu'il y a un risque d'hypoglycémie. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Une diapositive résume pas mal d'études. Vous avez ici un bon équilibre péropératoire versus un mauvais. Et quand on fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire un melting pot de l'ensemble des études qui ont été publiées, vous voyez qu'on bascule grosso modo du bon côté, c'est-à-dire que le fait de serrer la glycémie en évitant les hypos permet d'avoir moins, notamment ici, moins de sternite, d'infection au niveau sternal. Donc les objectifs, il avait été dit il y a quelques années qu'il fallait serrer la glycémie entre 0,8 et 1,2, mais on s'est aperçu depuis qu'il ne faut plus le faire. C'est un peu comme les antidiabétiques oraux, si on serre trop la glycémie, il y a un risque important d'hypoglycémie qui, sur un cœur fragile, peut amener à de la morbimortalité. Donc, on est plutôt pour le contrôle modéré, et en sachant donc entre 1,40 et 1,8, et même dans les recommandations qu'on a faites pendant la chirurgie, il vaut mieux garder 0,9 à 1,8, donc une fourchette assez large, de façon à ce que les personnes puissent être prises en charge correctement. Donc, alors ça, je vais tout mettre, voilà. Grosso modo, entre 0,8 à 1,9, donc entre 5 et 10, c'est bon. En deçà, aucun bénéfice, risque d'hypoglycémie. Au-delà, augmentation de la morbimortalité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut ramener dans cette tranche. Ensuite, c'est du texte. Donc, après l'intervention, insuline, quels que soient les diabètes. Le message clé ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dès que la personne va remanger, on va faire un schéma basal bolus. N'hésitez pas à me couper, messieurs les modérateurs. Un basal bolus, alors pourquoi?
Vous avez sous les yeux ce qu'on fait habituellement dans les services d'anesthésie-réanimation, c'est-à-dire qu'on appelle ça le sliding scale en anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on dit si la glycémie est entre temps et temps, il faut faire 2 unités, si elle est entre temps et temps, il faut faire 3, ainsi de suite. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'on court après la glycémie. Et vous avez sous les yeux ce qui se passe avec ce type de schéma par rapport au fait, c'est plus compliqué, mais par rapport au fait de faire un basal bolus d'emblée. Et vous voyez qu'un basal bolus, même si ça fait 4 injections à gérer, et que l'anesthésiste va vous appeler puisque vous êtes spécialisé en diabète, contrôle beaucoup mieux la glycémie par rapport aux échelles qu'on peut laisser dans les services. Donc ça, c'est à différents moments, donc petit déjeuner, dîner, et au moment du coucher. Donc le patient va rester en hyperglycémie tout le temps. Puis la deuxième chose, ici, vous avez les jours en abscisse, et vous voyez que le basal bolus permet de mieux contrôler la glycémie pendant 7 à 8 jours. Donc pendant tous les séjours du patient, si vous ne mettez pas en route un basal bolus, vous allez laisser votre patient en hyperglycémie avec un risque d'exposition aux infections. Donc les échelles insulines ne sont pas recommandées. Le diabète, il faut qu'on l'identifie avant l'hospitalisation pour être prêt. Il faut mettre la seringue électrique par voie veineuse en aigu et il faut donner des protocoles précis à la sortie. Alors, une fois que la personne remange et qu'elle est sous voie veineuse, surtout si c'est une chirurgie lourde, par exemple un pontage coronarien, ce qui est fréquent chez la personne diabétique, ou une transplantation, comme ça a été dit tout à l'heure, eh bien, ce qu'on va faire, ce qui va donner le là du passage de la voie veineuse à la voie sous-cutanée, c'est la reprise de l'alimentation. Donc on calcule le débit horaire de la seringue qu'on va diviser en 2 et tout simplement la moitié va être donnée sous forme d'insuline lente, le plus souvent ça sera un analogue lent comme la Lantus, et puis le reste sous forme d'analogue rapide qu'on va diviser en 3 à chacun des repas. C'est un analogue rapide si vous en disposez, sinon une insuline rapide si vous n'en disposez pas. Donc c'est un schéma basal bolus qu'on va mettre en place pendant la fin de l'hospitalisation, avec en plus des bolus de correction si jamais ça échappe. Ça peut être aussi de NPH. Donc les recommandations suivantes ont été émises pour finir. Donc les glycémies, la seringue électrique doit être réglée de façon à ce que la glycémie de la personne ne dépasse pas 1,80 g. On arrête le protocole intraveineux dès l'alimentation. Ce n'est pas la peine de prendre le risque d'une vénite en gardant trop longtemps la voie veineuse. Si la personne fait des hypos, il faut savoir l'arrêter. On n'arrête jamais l'insuline dans un type 1. Alors, ça, je vais la passer pour gagner du temps. Au moment de la sortie, donc, on reprend le traitement antérieur en tenant compte notamment des doses d'insuline à l'hôpital. Bien évidemment, et ça c'est un message fort, si la personne est déséquilibrée à la sortie, et a fortiori si l'hémoglobine glyquée était mauvaise avant la chirurgie, elle le sera après, c'est-à-dire que le patient était mal pris en charge. Donc là, il faut faire appel à un diabétologue au sens large, c'est pas la peine que ça ne soit pas forcément quelqu'un d'hospitalier, ça peut être vous, de façon à intensifier le traitement de la personne diabétique, et puis prévoir une consultation avec un diabétologue 3 mois plus tard, surtout si l'hémoglobine glyquée, une fois de plus, était mauvaise à l'admission. Bon, ça, je vais le passer. La chirurgie ambulatoire, donc les messages clés, ne jamais arrêter l'insuline dans un DT1. Donc ça semble évident, mais je vous assure que c'est un message qu'il faut marteler auprès de nos collègues anesthésistes. Il faut dépister le diabète chez les sujets à haut risque au moment de l'anesthésie, puisqu'ils peuvent être déjà diabétiques avec des complications. Il faut savoir différer la chirurgie si la personne n'est pas bien équilibrée. Il faut les convaincre que ça va être source d'anuits, de complications, notamment infectieuses. Les complications spécifiques de la maladie diabétique, la gastroparésie, la neuropathie autonome cardiaque, l'ischémie myocardique silencieuse doivent être dépistées et traitées. Les médicaments non insuliniques ne sont pas administrés le matin de l'intervention. La metformine n'est pas administrée dès la veille au soir. Il y a un risque d'acétose lactique. Et puis, on peut maintenir les insulines à condition, bien évidemment, de compenser et éviter les hypoglycémies. Donc, l'arrêt de la pompe à insuline, ça, j'en parle pas, ça, c'est plutôt des choses plus spécialisées. Mais si on n'est pas à l'aise, et c'est ça le message à l'endroit
des anesthésistes, si on n'est pas à l'aise avec une pompe à insuline, c'est normal, c'est pas grave, mais il faut prendre le relais avec l'insuline par voie veineuse. Et ça, les anesthésistes, ils savent faire. Donc, pas forcément du glucosé chez tous les patients, surtout s'il n'y a pas d'insuline. On essaye de limiter au plus le jeûne. Donc, pour éviter les hypoglycémies, toujours mettre la personne diabétique en début de programme opératoire, en sachant qu'il est diabétique, une fois de plus, d'où le dépistage, j'insiste lourdement. Les glycémies au moment de l'opération, c'est-à-dire pendant et après, doivent être maintenues entre 5 et 10 millimoles, ça fait donc 0,9 et 1,8. Quand on arrête l'insuline par voie veineuse, on reprend un schéma basal-bolus, et puis ensuite, on voit en fonction de l'hémoglobine glyquée. Donc, on a insisté sur le fait que le diabète s'étendant, et beaucoup de personnes n'étant pas forcément bien prises en charge, il faut faire appel au diabétologue, surtout si l'hémoglobine glyquée est à plus de 9%, ne pas laisser une personne avec un traitement avant la chirurgie, donc une mauvaise association thérapeutique, il ne faut pas la perpétuer. Je vous laisse mon mail si jamais vous ne pouvez pas télécharger ces fiches qui vont être commentées par un texte très bientôt, donc sur les recommandations. Et je vous remercie de votre attention. Donc on remercie le professeur Katarji de ces modalités pratiques, que ce sont des problèmes qu'on confronte quotidiennement dans notre pratique. Malheureusement, il n'y a pas de collaboration toujours entre le médecin traitant et le chirurgien ou le chirurgien cardiovasculaire. Parfois, on nous perd les gens à vif. Par la suite, on reçoit le malade pour redresser le traitement. Donc, c'était une communication pratique, pragmatique. On vous remercie beaucoup, professeur Katarji, et que j'espère qu'elle va continuer à collaborer avec l'ADN. Ce sera un grand honneur pour nous. Et je rappelle que le professeur Katarji, il forme les médecins diabétologues au Maroc. Et ça, c'est un honneur pour nous. On vous remercie beaucoup. Et s'il y a des questions à la salle, merci. Micro, s'il vous plaît. Merci. Pour le diabète gestationnel, alors comment ça se passe la césarienne? C'est-à-dire la prise en charge de la césarienne au cours de... Quel est le protocole de l'insuline? Donc, on a rajouté une diapositive que pour ça. Évidemment, la femme enceinte... Donc, il y a deux types de diabète, entre guillemets, gestationnel. Il y a le vrai diabète gestationnel, où la personne est soit sous insuline, soit avec les mesures nutritionnelles, mais jamais d'antidiabétiques oraux. Donc, ça ne change pas beaucoup par rapport au diabète en général, c'est-à-dire ça sera une voie veineuse avec de l'insuline rapide, et puis du glucosé si jamais il y avait des hypoglycémies. Et à côté du diabète gestationnel qui est le plus fréquent, il y a la personne diabétique de type 1, qui est jeune, et qui va être enceinte. Donc là aussi, il y aura un schéma intensif, puisque la personne est jeune, ça sera soit un schéma basal-bolus, soit une pompe externe. Donc là, c'est au moment de l'admission, hémoglobine glyquée, on enlève par exemple la pompe externe et on prend le relais par la voie veineuse avec une gestion par les anesthésistes, parce que ça, une fois de plus, ils savent faire. C'est maintenant quasiment de la chirurgie mineure ou ambulatoire, la césarienne. Et dès que la maman, ou une péridurale, qui n'est pas contre-indiquée d'ailleurs dans les recommandations qu'on a faites, et une fois que la maman revient à elle, elle rebranche la pompe à insuline et elle reprend la main. Et dès qu'elle reprend l'alimentation, ça veut dire qu'elle est revenue à elle, elle va pouvoir faire ça. C'est une très bonne question. Donc évidemment, ces recommandations, puisqu'elles sont à appliquer s'il n'y a pas d'urgence. Un patient diabétique qui va se faire une fracture ou qui va avoir un accident, on va le traiter dans l'urgence, c'est-à-dire que on va faire comme on peut, on lui met une voie veineuse et d'emblée on attaque l'insulinothérapie par voie veineuse. Je vous remercie énormément pour la présentation. Alors ma question, comment vous faites pour équilibrer un patient rapidement qui a une urgence chirurgicale avec des complications, notamment une rétinopathie diabétique proliférative?
Alors, c'est une bonne question. Ce qui est sous-entendu, c'est que si jamais on induit des hypoglycémies, ça va aggraver la rétinopathie. Donc, là aussi, de deux choses l'une. Soit c'est une complication aiguë, quelqu'un qui a une rétinopathie proliférative et qui a un accident aigu. À ce moment-là, on le met entre 5 et 10 millimoles par voie veineuse et puis on va les traiter puisqu'il y a de l'aigu. Par contre, quelqu'un pour qui on peut programmer une prise en charge chirurgicale, par exemple du laser ou une chirurgie de la rétine, dans ces cas-là, il vaut mieux d'abord traiter la personne sur le plan de la rétine pour éviter que l'équilibration diabétique et les hypoglycémies ne décompensent la maladie angiogénique rétinienne. Voilà. Remercier encore une fois professeur Avec Katarji. plaisir. Et merci bien.